Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Allemand des décisions. Mais ma dernière observation, c'est par rapport à la sortie des militaires. À ce que je sache, l'article 147 de la loi fondamentale togolaise est clair. L'armée est apolitique, elle est républicaine, elle est service du peuple. Et sa mission principale, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Je ne comprends pas pourquoi, pour une manifestation sociale, qu'on fasse sortir l'armée et qu'on tire à balles réelles manifestants qui ne sont pas armés. J'ai pu comprendre depuis lors que la mission principale de l'armée togolaise n'est plus la protection de l'intégrité territoriale, mais la protection du pouvoir établi par la force. Je le dis et je l'assume. Je m'en tiens à ces quelques observations, tout en regrettant que, citoyen togolais que je suis, tous ces mouvements qu'on a vus, auxquels on a assisté, et si le gouvernement togolais prenait à compte les aspirations du peuple, je ne verrais pas le directeur de la télévision nationale venir lire un communiqué comme étant le porte-parole du gouvernement, mais je verrai un ministre qui viendra pour dire ce qui se passe. Voilà ces quelques observations que je voudrais faire à l'entame de l'émission pour dire que le Togo va mal. Oui, et crédité pour Ildefonse Akpaki, le Togo va mal. Et vous l'avez également suivi, le communiqué du gouvernement portant sur ces manifestations. Sur les réseaux sociaux, on parle d'un communiqué qui n'est pas du tout compatissant. Et vous, quelle analyse faites-vous de ce communiqué? Non, je crois que compatissant, c'est un mot qui a été choisi, qui n'est pas poignant. Donc, c'est un communiqué laconique. C'est un communiqué laconique du gouvernement, un communiqué qui ne prend pas la mesure de la situation. Donc, c'est comme si la situation que nous avons vécue hier ne représente rien pour nos gouvernants. Parce que hier, moi, j'ai particulièrement eu peur. Donc, je me suis souvenu des années 90. Du 5 octobre, des années 90, oui, du 5 octobre, c'est comme ça a commencé. Et puis, ça a dégénéré jusqu'à ce que nous ayons tout ce que nous avons comme processus avec le vent de la démocratie. Et donc, je me suis interrogé sur la capacité des ministres responsables de ce secteur. Est-ce qu'ils ont pris la mesure de la chose? Est-ce que la commission qui s'occupe des prix des produits a travaillé techniquement et de façon professionnelle avant qu'on arrive à cette triste réalité? Si nous voulons décortiquer un tant soit peu le communiqué du gouvernement qui est sorti hier et qui a été lu par le directeur de la télévision nationale, moi ça ne m'étonne pas que ça soit lui, parce que même pour renvoyer les ministres, c'est lui qui lit le communiqué. Et pourtant, on a un directeur de la communication à la présidence. Oui, c'est là. Donc, tu permets que je m'appesantisse un peu sur cet aspect. Je le disais la dernière fois sur une radio de la place pour dire que moi, je ne vois pas la capacité, la potentialité de ce nouveau directeur de la communication de la présidence. Donc, pour moi, l'impression que j'ai, c'est que ce monsieur n'a pas encore fini de fêter sa nomination à ce poste. Et c'est un monsieur qui n'est pas dynamique et qui ne... J'ai comme l'impression qu'il ne maîtrise pas ce que c'est que sa mission, ou bien il n'a pas une vision en termes de communication au service de la présidence de la République. Et donc là, c'est un monsieur que je connais bien, mais qui me déçoit au jour le jour, en ce sens qu'il n'aide pas la présidence de la République, son patron, à être en phase avec les populations. Au moment où son patron parle de mandat social, ce qui voudrait dire beaucoup plus de communication,
d'interaction. Voilà un directeur de la communication qui se mure dans un silence moribond et dans une insolence notoire vis-à-vis des canaux de communication. Donc c'est un monsieur qui ne respecte pas les vecteurs même, les canaux de ces communications, et c'est un monsieur qui brille par un déficit de communication, de maîtrise de la communication. On aurait eu un bon directeur de la communication à la présidence il aurait déjà proposé qu'on anticipe en termes de stratégie de communication, qu'on puisse anticiper et mettre les populations au parfum de ce qui pouvait arriver comme cette malheureuse augmentation. Mais est-ce que c'est à lui est-ce que c'est au directeur de la communication de la présidence de prendre des décisions? Est-ce que c'est à lui de prendre des décisions? Mais il doit prendre des initiatives. Donc il n'est pas là-bas comme un mouton. Donc il ne doit pas recevoir des directives. Donc c'est à lui de proposer, parce qu'il est là pour la communication. Mais s'il est là, s'il se mure dans ses vestes chic et puis il n'est pas sur le terrain, le directeur de la communication, c'est quelqu'un qui est dynamique. Ce n'est pas quelqu'un qui ne respecte même pas la valeur humaine. Donc voilà, lorsque vous avez tous ces ingrédients qui vous définissent malheureusement, donc c'est que le travail sur le terrain n'est pas potable. Donc je parlais de son déficit de communication parce que depuis sa nomination, on ne voit rien sur le terrain, alors que si nous prenons le temps de son prédécesseur, Feu Cléo Pechesi, au moins c'est quelqu'un, même si sur des points il peine à convaincre, c'est quelqu'un qui a l'art de la communication. Donc je dis, aujourd'hui je pleure pour le président de la République parce que ce n'est pas de ce type de directeur de la communication dont il a besoin, et c'est quelqu'un qui ne sait pas sauter sur les opportunités en termes de communication. Donc on ne sait pas sur quoi on s'est même basé pour le nommer à ce poste, parce qu'il était directeur d'agence de communication. Je pensais qu'il allait mettre les outils qu'il a en termes de communication. Mais aujourd'hui, c'est la déception totale. Il y a des canaux de communication, des canaux de transmission, mais le monsieur se fout de ces canaux comme si lui seul il peut réinventer la roue de l'histoire, ou bien si lui seul il peut avoir des canaux à disposition. Même s'il veut avoir des canaux à disposition, pourquoi ne pas exploiter ces canaux-là? On ne voit rien. Et là, ce qui me fait mal, c'est que ce n'est pas que le chef de l'État n'a pas la volonté de communiquer, mais ceux qui doivent être les vecteurs de cette communication ne font pas leur boulot, ou bien ils conseillent mal le chef de l'État. Donc allons droit au but. J'ai comme l'impression qu'ils conseillent mal le chef de l'État, et ils ne sont pas de très bons conseillers, et ce sont des gens qui se préoccupent seulement de ce qu'ils doivent gagner à la fin du mois, mais qui ne sont pas en phase avec les populations. Un très bon directeur de la communication, je crois qu'il doit anticiper sur la manière, sur la stratégie, parce que ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour faire cette communication. Et en plus, le mandat, c'est un mandat social. Si on prend le mandat social comme thématique même de la gouvernance, c'est qu'il faut avoir des actions en amont. Donc il faut prévoir des choses, il faut avoir un langage courtois, il faut aller vers les populations, il faut tenter d'expliquer l'inexplicable avant que les gens ne comprennent pas. Mais si du jour au lendemain on se lève et un petit matin et puis on sort des décisions qui ne sont pas expliquées aux gens, et ce qui m'a fait mal aussi dans ce communiqué du gouvernement, on nous parle en termes de nouvelle augmentation, ils parlent d'un réaménagement technique, mais on se fout de qui là? Un réaménagement technique qui est suscité par quoi? Ils vont jusqu'à nous rappeler que depuis décembre 2015, donc ils ont qu'il y a eu 5 baisses successives et autres jusqu'au 26 janvier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui motive justifie cette décision? Qu'est-ce qui justifie cette décision? Pas plus tard. Donc, dans leur communiqué, ils ont dit que c'est l'augmentation du baril de 30,8 $ en janvier 2016 qui est passé à 55 $ en janvier 2017. Donc ils disent également comme second argument que c'est la hausse du cours du dollar qui est la devise de paiement des produits pétroliers. Je vous dis, nous tous nous avons des gens, nous avons de la famille aux États-Unis. Je puis vous dire qu'aujourd'hui même, ce matin, aux États-Unis, à New York, il y a eu une diminution sur la pompe, sur le prix, de 0,25 $. Maintenant, on nous dit,
ceux qui augmentent de l'autre côté le coût du baril, eux ils arrivent à diminuer, et nous qui prenons ici, donc nous augmentons. Donc c'est dire qu'il y a quelque chose, il y a un malaise même, peut-être qu'ils sont dans un système de rééquilibrage qui ne dit pas son nom, mais il faut dire aussi que le comité technique qui fixe les prix là est vraiment incompétent. Ou bien c'est un comité qui est tellement suffisant qui ne prend pas en considération les besoins ou bien les souffrances de ces populations togolaises. Aujourd'hui, on ne peut pas, même si on est un communicateur borné, on ne peut pas soutenir cette nouvelle augmentation du prix des produits pétroliers qu'on nous présente comme un réaménagement technique. En quoi est-ce que c'est technique? Ouais, Ildefonse Akpaki, nous parlons de la communication, pas des déficits de communication. À quel niveau peut-on situer la responsabilité ou les responsabilités quand on parle de différence de communication, surtout par rapport à cette décision? Vous savez que le confrère a parlé tout à l'heure. Il a eu le courage et la chance de connaître l'actuel directeur de communication du chef de l'État. Et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et la manière dont il a essayé de faire le portrait de ce directeur prouve à suffisance qu'il le connaît. Moi, je ne le connais pas. Mais ce que je voulais relever dans l'intervention du confrère, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, dans la chère patrie Togo, nous pouvons jeter le discrédit sur X ou Y si ce n'est le chef de l'État. Vous pensez que le chef de l'État est le premier responsable de cette situation? Ce n'est pas mon papa qui conduit le Conseil des ministres. À ce que je sache, la décision a été prise au Conseil des ministres. Donc le chef de l'État, il est comptable. Il est là, il a écouté le ministre. Mais seulement, lorsque nous parlons de déficit de communication, la première personne qu'il faut accuser, c'est le chef de l'État. Moi, j'ai eu la chance d'écouter le chef de l'État lors de sa dernière campagne électorale à Agoué, où il disait aux gens, Miato, Mionto Miné, mais c'est pour cela qu'il y a autour du chef de l'État des conseillers en communication, des conseillers en économie, des conseillers par-ci, par-là. Oui, ce n'est pas parce qu'il a des conseillers que les conseillers vont parler. Vous prenez un chef d'un État digne de ce nom, d'un État... Nous sommes un État digne de ce nom quand même. D'un État digne où on foule toutes les lois au pied. Le Togo aujourd'hui est devenu une république bananière, moi je le dis. C'est votre opinion? Oui, c'est mon opinion. Et je le dis. Parce que rien ne justifie, comme il a dit tout à l'heure, l'augmentation de ces prix-là. Si, techniquement parlant, soit le ministre du Commerce ou bien un autre de son département ne viennent dire au peuple, voilà ce qui nous a poussé à augmenter. Est-ce que vous les avez entendus? Moi, je crois que s'il faut être beaucoup plus responsable et se dire que nous avons en charge un État et des citoyens, s'ils avaient tout ça en tête et qu'ils ne prenaient pas le Togo comme leur propriété privée, comme une chasse gardée, ils ne peuvent pas faire ça. La dernière augmentation, c'était le 25 janvier dernier. Qu'est-ce qui justifie en l'espace d'un mois seulement, quand on sait que le baril a encore chuté, quand on sait que au Bénin, mais pourquoi les autorités togolaises veulent nous prendre pour des bourricots? Au Ghana comme au Bénin, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais en temps, il y a eu une certaine augmentation au Ghana. Mais entre-temps, il y en a eu. Je viens de te le rappeler. Le 25 janvier passé, il y a eu augmentation au Togo. Mais alors, est-ce que ce n'est pas sur le même marché qu'on va chercher le produit là? Mais revenons à ce que nous disons tout à l'heure par rapport au conseiller du chef de l'État. Le conseiller peut conseiller, mais si le chef de l'État ne veut pas marcher, il ne marchera pas. Moi, j'ai toujours dit, quand vous êtes chef d'une famille et que ça ne va pas bien, on ne prendra jamais l'aîné de la famille comme responsable. On prendra toujours le chef de famille. C'est ce que je dis. Est-ce que le Conseil des ministres, au cours duquel la décision a été prise d'augmenter les prix des produits pétroliers,
a été conduit par le chef de l'État, dites-moi, vous me direz oui, il est comptable. Et je suis très malheureux de me rendre compte que aujourd'hui, nous ne parlons que des ministres. C'est vrai. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit, excusez-moi, nos ministres, je ne les comprends pas. Quelle est cette formule qui dit sur l'instruction personnelle du chef de l'État, tout comme si le ministre, lui, il ne peut pas innover. Et ça se dit parfois aussi en France, Ildefonse. Non mais, oui, mais est-ce qu'il faut copier des cochonneries? Quand c'est des cochonneries, il faut les copier. Nous voulons. Le ministre qui a en charge un portefeuille ne peut pas innover lui-même. Mais on sait que dans certains domaines, le chef de l'État peut dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand ça devient un leitmotiv ou bien un système de gouvernance où tel ministre se lève, il dit sur instruction personnelle du chef de l'État, l'autre se lève sur instruction du chef. Mais quand même, vous êtes coopté pour diriger le département, qu'est-ce que vous apportez? Si c'est le chef de l'État qui doit vous dire de faire ci, de faire ça. Mais voilà pourquoi je condamne tout ce qui a été fait. Et quand je me rends compte que au lieu que notre armée soit au service du peuple, elle se met au service du pouvoir établi par la force et qu'elle agit comme ça a été encore le cas hier, je me dis que ceux qui ont en charge la gestion du Togo ne savent pas qu'ils sont en train de gérer des hommes. Excusez-moi de le dire. Vous avez vu la hargne avec laquelle et les forces de l'ordre et les militaires ont opéré. Vous avez circulé un tout petit peu à Lomé ce matin, où sur plusieurs points stratégiques qui ont été bloqués hier, vous avez vu quoi? Vous avez vu les forces de l'ordre. Vous avez vu des militaires armés. Donc ce qui veut dire que s'il faut encore manifester aujourd'hui, on peut encore compter des pertes en vie humaine. Non. Mais Ildefonse, vous condamnez l'intervention de l'armée togolaise dans cette manifestation ou dans cette meute hier, mais vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des actes de vandalisme hier. Un bus brûlé, des biens matériels de l'État, ou des biens matériels publics également cassés. Sans langue de bois, je reconnais, je condamne. Mais est-ce que c'est ce que la loi dit? Est-ce que la loi dit qu'il faut réprimer dans le sang? Il faut même utiliser des balles réelles au cours d'une manifestation où il y a débordement? Non, la loi ne le dit pas. La loi dit que ceux qui ont en charge la sécurité dans ces genres de manifestations doivent être munis de matraques, de gaz de bonbonnes, de gaz lacrymogène et parfois des grenades lacrymogènes, puisque chez nous, quand ça ne va toujours pas, c'est des grenades lacrymogènes qu'on lance et qui blessent, qui crèvent même des yeux. Mais la loi ne dit pas aux gendarmes et aux policiers à qui la loi confère cette mission d'encadrer des manifestants ou des manifestations, de se munir des armes à balles réelles pour tirer dans la foule. Non, c'est ce que moi je regrette. On pouvait à la limite utiliser des grands moyens sans faire sortir des armes à balles réelles. Vous vous rappelez que à Mango, ça a été la même chose. Rappelons que l'histoire se répète chaque fois au Togo. À Mango, mais j'ai entendu le ministre de la Sécurité qui a dit que les freins du char ont lâché. Je l'ai écouté dire qu'on a tiré en l'air et que la balle en tombant est venue toucher un citoyen au front. Mais non. Mais c'est des experts militaires, des experts en matière de ce qui est... Vous savez, ça m'a fait rire parce que je me suis dit que les incongruités du ministre défiaient les lois de la physique et de la chimie. Parce que nous savons très bien qu'en chimie, quand on lance quelque chose en l'air, quand la chose descend, elle perd sa force. Mais je suis très malheureux que c'est des officiers qui parlent comme ça. Très malheureux. Et ça,
je vous dis que ça fait que le Togo est devenu la risée du monde. Oui, Credo TT, le comité de fixation des prix, bien sûr, des produits pétroliers, entre-temps, nous disait que le stock se faisait 3 mois par trimestre. Et sous un mandat social, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on prenne une décision portant sur l'augmentation du prix ou des prix des produits pétroliers sans expliquer, surtout au niveau du comité de fixation des prix, ce qui a motivé essentiellement la prise de cette décision? Non, je dirais on ne peut pas trouver de motivation, mais moi je vais parler plutôt de la méchanceté de ceux qui composent ce comité de fixation des prix. Donc, mais ça entame quand même la vision mandat social du chef de l'État. Non seulement la vision mandat social, lorsque les mêmes personnes nous disent qu'ils font le stockage trimestriellement. Donc ce qui suppose qu'en janvier le stockage a été déjà fait. Mais le mois de mars n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui va justifier cette nouvelle augmentation? Donc c'est dire que le stockage de début d'année n'est pas encore fini. Donc c'est l'ancien stockage là. Au moment où il y a diminution même aux États-Unis du prix de l'essence à la pompe. Donc on ne peut pas nous servir des arguments qui ne tiennent pas aujourd'hui. Donc c'est comme si au niveau de on peut assimiler ce comité de fixation des prix à une minorité qui opprime les populations togolaises. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas dans le besoin. Peut-être qu'ils roulent sur des bons d'essence. Ils n'ont jamais sorti de leur poche un seul franc pour aller à la station payer l'essence. Donc ils ont des avantages. Donc ils ne mesurent pas la portée des décisions impopulaires qu'ils prennent et qu'ils imputent au chef de l'État qui ne leur demande pas de faire cela. Tu permets que je revienne un peu sur un aspect qui a été développé par mon confrère Idelphonse tout de suite lorsqu'il parlait des forces de sécurité en rapport avec notre loi fondamentale. Donc je donne seulement lecture de l'article 49 de la loi fondamentale du Togo, de la Constitution de la 4e République, qui dit ceci. Les forces de sécurité et de police, sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Donc ça, c'est leur rôle. Et quels sont les moyens maintenant de matérialiser cet article 49? Donc c'est dire que les forces de sécurité doivent respecter le droit d'expression, le libre exercice des droits. Donc c'est la manifestation, c'est ce que nous avons vu hier. Mais leur mission, c'était beaucoup plus d'encadrer. Et lorsqu'ils sentent un dérapage, d'utiliser les moyens de maintien d'ordre et ne pas aller à des tirs à balles réelles. Donc nous devons dénoncer cela. Mais du moment où les forces de l'ordre ou de sécurité ont leurs devoirs, nous les citoyens aussi, nous avons nos obligations. Et ça, c'est défini par l'article 46 de la Constitution qui dit les biens publics sont inviolables. Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement des biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Donc nous nous en tenons seulement à l'alinéa premier de cela pour dire que nous, avec l'expression de ce mécontentement des populations togolaises hier, nous ne saurons les culpabiliser, mais nous ne saurons également les dédouaner parce que on peut exprimer tout en ne démolissant pas les biens publics, bien tout en ne saccageant pas les biens publics et autres. Donc il faut faire la part des choses. Maintenant, je reviens, si tu le permets, à notre fameux comité de fixation des prix qui se moque des Togolais à tout bout de champ. Et je me demande, depuis que nous avions connu ces remous dans ce secteur, donc on a comme l'impression que ce comité est composé de gens qu'on peut qualifier d'extraterrestres que nous ne connaissons jamais. On ne communique pas autour. On ne communique pas autour de ce comité. On ne sait même pas ceux qui travaillent au sein de ce comité. Et ces personnes-là, on ne nous explique même pas le mécanisme même de la fixation des prix. Mais je t'apprends que quand le ministre Gozan était donc au poste de ministre du Commerce, une augmentation a suscité également une certaine grogne au pays et il a invité la presse à expliquer. En ce temps, on parlait de la vérité des prix. Et il a expliqué
il a expliqué de fond en comble tout le mécanisme. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ce comité aller dans l'explication réelle et effective, compréhensible de... Oui, donc il faut dire que ce comité... C'est l'ex-commissaire général de l'Office togolais des recettes, Henri Gaperi, le Canado-Rwandais, qui se dit satisfait du travail accompli à la tête de cette structure, de cette institution qui vient reformer l'économie togolaise, qui est un élément entrant dans la réforme de l'économie togolaise, dans les réformes prévues par le gouvernement. Et je vous apprends également qu'il a dit au cours de la passation que avec l'OTR, et sous bien sûr sa direction, l'État togolais a fait les recettes de l'État togolais ont augmenté de 41%. Ildefonse Akpaki, Henri Gaperi, qu'est-ce que vous pouvez dire ou quel commentaire vous pouvez faire de ce qu'il vient de déclarer par rapport au fait qu'il est satisfait du travail accompli? Oui, il doit être satisfait parce qu'en 3 ans et demi, est-ce qu'il a fait un compte en bonne et due forme au peuple togolais, comme lui-même il vient de le dire? Oui, le compte a été fait, on parle en 3 ans et demi. Près de 600 milliards. Lui-même il l'a fait, vous l'avez suivi. Vous savez, j'étais de ceux qui avaient dit au prime abord, il y avait cette phrase que j'avais dite un jour sur une chaîne quand on a dit que c'était un étranger qui gérait les régies financières du Togo. J'ai dit ceci, que ceux qui ont opté pour cette décision souffrent de la ménopause intellectuelle. C'est grave. Non, c'était pas grave. Parce que en 50 ans d'indépendance, on ne peut pas trouver un digne fils togolais pour gérer la régie d'un État. Ça revient désormais à un digne fils togolais, Kodjo Adedje. Justement, j'ai dit au prime abord, c'est maintenant qu'ils l'ont su. J'ai dit, quand on s'est rendu compte que c'est un étranger qui gérait la régie financière d'un État, on se pose la question de savoir si on est tous des imbéciles au Togo. Un étranger. Mais dans d'autres pays, Ildefonse Akpaki, on sait très bien que les États ont la possibilité de faire appel à des expertises étrangères. Oui, c'est des foutaises. Parce que justement, dans nos États, il y a des gens, oui, j'ai écouté la dernière fois le professeur Wallak Perkouman qui débattait justement de ce cas-là. Voilà, de l'ADI. De l'ADI. Où on dit, mais ceux qui ont été formés par l'État en la matière, vous faites quoi avec ces gens-là? Ceux que vous avez envoyés en mission de formation, qui sont revenus, vous les mettez où? Mais le plus important, c'est de voir le résultat obtenu. Pour solliciter encore de l'aide. Et ce que vous aurez à payer aux citoyens, ce n'est pas la même somme que vous payez. Vous allez payer à ceux-là que vous invitez de venir gérer. Ça, c'est la première. C'est ma première réaction. Mais l'observation qui a été faite par les experts en économie, c'est que le Togo n'a pas besoin d'une structure telle que l'OTR. Et ça a été expliqué par les experts que c'est un pays qui sort de la guerre, de la guerre, vous allez un peu trop quand même. Non, c'est un pays. Je te dis que c'est des experts en économie et finance qui nous ont dit que le Togo n'a pas besoin. Mais des experts en économie également, au niveau des institutions de Bretton Woods, ils applaudissent le Togo sur le plan. Est-ce que le Togo est... Non, mais écoute, l'OTR a été l'œuvre du Rwanda. Et je suis d'avis qu'ils envoient un Rwandais parce qu'il a été rodé en la matière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'État rwandais était à terre. Il faut le relever. Et ça a aidé à relever quand même le Rwanda en matière de développement. Mais je demande si le Togo est sorti de la guerre. Je demande s'il y a eu une calamité qui a mis à terre l'État togolais. Mais c'est parce que on n'arrive pas à gérer les ressources togolaises. Vous vous rendez compte que le chef de l'État nous dit que c'est une minorité qui fait mais basse sur les richesses du pays. Mais désormais, les dispositions sont prises pour que cette minorité... Dites-moi, si la gestion est faite selon ce que la loi fondamentale dit, que les richesses seront partagées équitablement, est-ce que vous allez faire appel à quelqu'un de venir relever l'économie? Je dis, ceux que vous avez envoyés en mission de formation,
ces citoyens togolais qui ont été formés en la matière, vous en faites quoi aujourd'hui pour faire appel à des étrangers pour gérer une régie d'un État, d'une république par un étranger, alors que vous avez des gens capables? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que vous faites avec la valorisation de ces citoyens? Vous dites, vous faites moi, je ne comprends pas. Oui, Ildefonse, je reviens à vous, Credo Tété. Credo Tété, l'OTR, Gaperi qui s'en va, et vous l'avez écouté, hein, il n'est pas parti avec un seul franc qui revient au trésor public togolais ou à l'État togolais. Il dit tout est là au trésor public togolais. Oui, je crois qu'il l'a dit et je crois que c'est la vérité qui est en train de nous servir. Moi, j'irai là pour dire, avec toutes les recettes de l'OTR ne prend pas les recettes pour les mettre dans un compte. Donc, tout va au niveau du trésor. Et je puis vous dire que chaque mois, donc l'OTR demande sa dotation de fonctionnement jusqu'au salaire. Et il arrive même que le trésor traîne des fois et que l'OTR soit obligé d'aller faire des découvertes qui nous coûtent après des millions encore comme intérêt et autres là. Donc c'est pour dire que lorsque ces informations circulaient qu'il serait parti avec 23 milliards, donc je me suis dit comment est-ce qu'il va faire, il ne peut pas faire des transactions bancaires avec ce montant sans qu'on ne lui demande des explications. Donc on nous a dit que le monsieur serait parti, aurait fui, alors que le monsieur était à Lomé, donc il faisait ses réceptions d'adieu à ses compatriotes rwandais au Togo. Donc aujourd'hui il nous a présenté un bilan. C'est son bilan qu'il doit défendre et c'est ce qu'il ne cesse de faire. Maintenant, est-ce que c'est le même ressentiment au niveau des opérateurs économiques et au niveau des populations? Parce qu'à un certain moment, on peut assimiler l'OTR à un mécanisme de répression ou bien d'étouffement même. Oui, sur ce point, je permets que vous écoutez un peu le ministre Yaya Sani, hier, le ministre de l'économie et des finances, hier à la passation, il semble dire les choses telles que conçues ou telles que exprimées par l'opinion. Et vous l'avez écouté, moi j'ai retenu quelques phrases ou quelques termes du ministre Yaya qui dit qu'il faut desserrer les taux sur les entreprises. Il dit par ailleurs qu'il ne faut pas que la collecte ou le prélèvement de l'impôt, le collecte ou le prélèvement de l'impôt ne doit pas être perçu comme une oppression fiscale. Credo Tété, vous parlez de l'étouffement. Voilà que le ministre se rend compte finalement, ou le gouvernement se rend compte finalement que ce que vous dénonciez, vous avez dénoncé
pendant longtemps, la presse a dénoncé pendant longtemps, se voit vérifier. Non, je crois que le ministre des Finances est allé pas de même ordre. Donc, au moment où nous parlons d'étouffement, lui parle d'oppression, donc c'est encore grave, une oppression fiscale. Et si au niveau du gouvernement, on est conscient de cela et on n'a pas remonté les bretelles à M. Gaperi jusqu'à ce que l'oppression soit consacrée. Mais il doit, peut-être que c'est ça qui a conduit au fait que son contrat soit mis à terme, puisque normalement le contrat est prévu sur 4 ans. Oui, mais même si, donc on ne va pas justifier disons l'arrêt de son contrat par cette oppression là. Donc lorsqu'il le fait, donc c'est quelqu'un qui doit rendre compte et avec la force des choses, il a eu un conseil d'administration par après. Mais si le conseil d'administration aussi n'est pas assez efficace et n'arrive pas à remonter les bretelles à monsieur Gaperi, donc voilà la triste réalité aujourd'hui. Le ministre a raison, il a pris son courage à deux mains pour parler d'oppression fiscale. Et donc nous serions dans le cas d'espèce avec l'ancien ministre Ayassor qui ne sortirait même pas ce mot-là. Disons-nous la vérité. Au moins, lui, il a cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que fiscalement, les Togolais sont opprimés. Et il demande au nouveau commissaire général que l'assiette fiscale soit plus large désormais. Non seulement soit plus large, mais qu'on revoie même les mécanismes même de collecte de cette assiette fiscale-là. Parce que à un certain moment, les agents des impôts ou les agents de l'OTR sont des Jack Bauer. En pleine circulation, parce il y a certains qui sont tellement impolis, et lorsqu'ils vont chez les opérateurs économiques même pour essayer de discuter, donc c'est comme si eux ils sont des extraterrestres et que eux ils sont là avec cette idée de faire du mal. Heureusement que au moins la direction communication de l'OTR fait un travail et sort régulièrement pour communiquer avec les populations à travers les médias, ce que la direction de la communication de la présidence, le nouveau directeur n'a pas. Oui, non, je compare des choses comparables. Au moment où il y a des efforts qui sont faits à une direction de la communication d'un office de l'État et on compare à l'inaction, à l'inactivité au niveau de la direction de la communication de la présidence de la République togolaise, donc c'est vraiment choquant. Donc je tire chapeau à la direction de la communication de la structure OTR qui a fait pendant ce mandat de Gaperi un travail de communication. Ce n'est pas encore le sommet parce qu'il y a encore des insuffisances qu'il faut essayer de réparer autre là. Donc monsieur Sani Yaya a eu le courage de le dire. Une chose est de dire, une chose est de vouloir corriger sur le terrain. Comment est-ce qu'on va corriger cette oppression fiscale? Aujourd'hui, les opérateurs économiques fuient. Lorsque vous allez au port, donc c'est un malaise total, on ne fait rien. Est-ce que, je vais vous donner juste un exemple. La dernière fois, j'ai un cousin qui est parti au port, qui a acheté son véhicule à 1 million. Lorsque le Cotec a fait l'imposition, c'est à 400 000, 425 000, mais je peux te dire qu'il a utilisé plus du million pour faire sortir la voiture autre là. Donc avec l'imposition là, donc il ne devait pas avoir les faux frais. Mais les faux frais ont même dépassé l'imposition de Cotec et autres là. Et on dit c'est normal, c'est naturel et autres là. Est-ce que ce ne sont pas des genres de comportements qui ont repoussé les opérateurs économiques de notre port? Maintenant, et lorsque les gens créent des entreprises, on ne les encourage pas à ce que les entreprises prospèrent. Mais on vient et c'est la fiscalité qui les abat. Et on dit qu'on veut renforcer les ressources de l'État et autres là. Mais on va renforcer les ressources de l'État sur les cadavres des opérateurs économiques? Non, pas du tout. Et Delphonse Akpaki, on tend vers la fin de l'émission, et le ministre a eu le mérite quand même de pouvoir regarder les réalités en face. Non, mais moi, c'est de ça que je parle. Il faut saluer le courage de ceux qui font bien et demander à ceux qui font mal d'imiter les autres. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si en 3 ans et demi, certains de mes compatriotes qui sont opérateurs économiques ont été asphyxiés, ont été obligés de fermer, et on a vu des gens d'autres opérateurs qui sont renvoyés dans d'autres pays. Vous me rejoignez quand je dis que lorsqu'il était question de la venue de ce monsieur, j'ai dit, et je dis que ceux qui ont pris cette décision ont fait preuve de la ménopause intellectuelle. 3 ans et demi après, voilà, les dégâts sont là. Lui-même, il a souri. Et j'ai dit,
Si tout le monde devait faire comme lui, que deviendra le Togo et les Togolais? Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Vous êtes directeur du journal en ligne, la Gazette du Togo. Merci également à vous, Credo Tété, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du journal Le Médium. Merci beaucoup, Elie. Et je voudrais inviter le directeur de la communication de la présidence à revoir sa copie. Donc, s'il ne sait pas comment ça se passe, la communication présidentielle, qu'il s'appuie sur les gens qui le savent, parce qu'il est missionné pour un boulot et je serais malheureux qu'il ne réussisse pas sa partition. Et comme c'est votre ami, il aura donc à apprécier vos conseils. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide pour l'assistance technique au micro. Eli Plim Goka, donc à nous, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.